Преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. L'histoire de Vladimir Vladimirovitch Poutine commence en 1952 à Saint-Pétersbourg en Russie, ou plutôt à Leningrad. Son père, Vladimir Spiridonovitch Poutine, a fait la guerre dans le camp de l'armée rouge. Sa mère, Maria Ivanovna Poutina, a sensiblement le même parcours que son mari. Elle a survécu au déchirement de la Seconde Guerre mondiale, puis a intégré le corps ouvrier de l'usine ferroviaire de Leningrad. Ses parents ont vécu la guerre dans leur chair, le siège de Leningrad, les bombes, les pillages, les morts. Ils l'ont éduqué à ne jamais oublié. C'est dans les rues enneigées de Leningrad que Vladimir va forger les premières armes de son éducation pour remettre le petit teigneux dans le droit chemin. Vera Gourevitch, professeur d'allemand de Vladimir, qui a décelé en lui une énergie singulière qui va en faire un jeune homme cultivé qui pourra répondre aux attentes du pouvoir en place. Et la seconde personne, c'est son professeur de judo qui est souvent contacté par les hommes du KGB, le principal service de renseignement de l'URSS, pour fournir de jeunes recrues. L'instinct bagarreur de Vladimir fait de lui un bon élément. Il sait se battre, pratique le judo, le sambo. Le jeune Poutine est donc passé du tout au tout. Le voyou a formé son esprit, sa rigueur, son corps. Il sera bientôt prêt à travailler pour les renseignements soviétiques. Vladimir Poutine a 18 ans quand il intègre l'université de droit de Leningrad en 1970. Et 5 ans plus tard, le voilà diplômé, formé, prêt à servir. Les services secrets lui ouvrent les portes. On pourrait plutôt dire que le KGB lui entrouvre la porte. Car pour obtenir des responsabilités au cœur des rouages du parti, il faut faire ses preuves. Et c'est un travail assez long. On le place alors tout en bas de la hiérarchie des services secrets au contre-espionnage. L'ennui bureaucratique le gagne. On lui confie des tâches secondaires, locales. C'est à cette époque, en 1983, que Vladimir Poutine épouse Lyudmila après 3 ans et demi de relation. Ils auront 2 filles, Maria et Ekaterina. À 32 ans, toutes les étoiles sont alignées pour Vladimir Poutine, qui obtient le grade de commandant et est envoyé à l'Institut Andropov, dit l'Institut du Drapeau Rouge, l'université du KGB à Moscou. Une fois diplômé, les chefs du KGB le préviennent. Le commandant Poutine doit se préparer immédiatement à quitter la Russie pour mener des opérations extérieures d'espionnage. Vladimir Poutine est envoyé à Dresde, en Allemagne de l'Est, territoire contrôlé par l'URSS. Nous sommes alors en août 1985 et la mission officielle de Poutine est d'être ambassadeur à Dresde. Et une nouvelle fois, Poutine s'ennuie. Eh oui. Et pire, il commence à boire. Un nouvel événement va renforcer sa détresse. Nous sommes le vendredi 10 novembre 1989. Pendant que le peuple de Berlin-Est traverse les ruines fumantes du mur pour rejoindre la partie ouest de la ville, Vladimir Poutine s'inquiète. Que va-t-il devenir alors que la chute du mur de Berlin signe le début de l'effacement progressif de l'URSS? Dans la même période, la ville de Dresde dans laquelle il s'est installé s'insurge contre le parti communiste et veut les têtes de ses représentants. On vient chercher le commandant Poutine. Vladimir Poutine survit et dans le chaos, il fait grimper Lyudmila et les enfants dans une voiture. Les voleurs partis tous les 4, direction Leningrad, entre-temps devenu Saint-Pétersbourg, retour à la case départ. Pour l'heure, la petite famille Poutine n'a pas d'autre choix que de retourner chez les grands-parents, les parents de Vladimir. Il sait que les partisans de la démocratie veulent sa tête, même à Saint-Pétersbourg. Poutine, l'ambitieux, doit trouver une nouvelle activité, car les missions des agents du KGB ne sont plus la priorité du parti. Il comprend que s'il veut devenir important, il doit surfer sur la vague démocratique qui gagne le pays, qui ne s'appelle plus URSS d'ailleurs, mais Fédération de Russie. Il saisit donc l'opportunité de travailler aux côtés du démocrate Anatoly Sobchak, qui vient d'être élu à la tête du soviet de Leningrad. En gros, il devient maire de Saint-Pétersbourg. Dès 1992, Poutine devient l'éminence grise de la municipalité de Saint-Pétersbourg. Il compte sur lui et le nomme premier adjoint en 1994. Et pour permettre au petit génie de l'ordre de réaliser sa mission, le soviet décide de le placer dans les meilleures conditions. On demande au fidèle Poutine de contrôler les investissements étrangers de Saint-Pétersbourg. Et au passage, les 2 hommes, ainsi que toute l'administration, s'en mettent plein les poches dans des conditions plus qu'opaques. Cette bromance atteint son terme en 1996, alors que Sobchak n'est pas réélu maire de Saint-Pétersbourg et qu'il est remplacé par Vladimir Yakovlev. Alors Poutine, l'éternel fidèle, démissionne. Fini les scènes de panique, car dès sa démission, Vladimir Poutine est appelé par l'administration présidentielle à Moscou. On lui confie d'abord des tâches juridiques secondaires, puis entre 1996 et 1998, il gagne en responsabilité dans l'administration présidentielle. En juillet 1998, il est nommé directeur du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le FSB, le nouveau KGB. Pour l'anecdote, on est ici en août 1999 et Poutine est en vacances avec sa femme et ses filles en France, à Biarritz. Berezovski le rejoint et lui annonce que les groupes de pouvoir russes pensent à lui pour remplacer Boris Eltsine. Retour à Moscou. 1 mois plus tard, Boris Eltsine annonce que Vladimir Poutine devient le nouveau Premier ministre russe. En cette période, il faut savoir que la Russie est frappée par des attentats à répétition. Vladimir Poutine, désormais homme public,
prend la parole, il accuse les séparatistes musulmans de Tchétchénie du centre islamiste Kafkaz et montre au peuple russe qu'il ne transigera pas. Будем преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. En décembre 1999, Boris Eltsine démissionne. Vladimir Poutine devient donc président par intérim. Dans 3 mois, il sera le nouveau président de la Fédération de Russie. Par ailleurs, Poutine se place comme un chef de guerre avec le conflit de Tchétchénie et comme un chef d'État prêt à mettre fin à la superpuissance des oligarques. En fait, quand Poutine arrive au pouvoir, il récupère une population russe assez fracturée. Entre les progressistes, démocrates, favorables à la démocratie et au rapprochement avec l'Occident, les communistes stalinistes, nostalgiques de l'esprit de la guerre froide et de l'URSS, et les tsaristes qui espèrent un retour au régime du tsar. Le nouveau président de la Fédération de Russie veut donc unifier et mélanger les symboles pour créer une identité nouvelle. D'autres se souviennent également du soutien apporté au président américain George W. Bush lors des attentats du 11 septembre. Poutine se disait à ses côtés pour lutter contre le terrorisme. Vladimir Poutine est réélu pour 4 ans de plus avec 71% des suffrages. Il compte suivre les lignes claires qu'il a dessinées au cours de son premier mandat. D'abord, Vladimir Poutine commence à renouer avec l'héritage soviétique. À l'occasion de la célébration des 60 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie, Poutine tient un discours en expliquant que la défaite de la guerre froide par l'URSS est la plus grande catastrophe du XXe siècle. Et dans le silence de son bureau du Kremlin, il prépare un nouveau discours choc sur la pensée anti-occidentale. Un discours qu'il tient en 2007 à Munich, l'apogée de la doctrine poutinienne. Вряд ли нас нужно подталкивать и стимулировать к этому. Россия – страна с более чем тысячелетней историей. И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Poutine sent que l'influence de la Grande Russie, promise au peuple, commence à vaciller depuis le rapprochement de la Géorgie et de l'Ukraine à l'Occident entre 2003 et 2004. Et même en Russie, on commence à se poser des questions sur les méthodes de l'ancien directeur du FSB. On se souvient de l'épisode du Kursk, un sous-marin nucléaire russe qui, en août 2000, avait coulé après 2 explosions. À bord, 118 hommes, dont aucun ne sortira vivant. À l'époque, la tragédie choque le monde entier, d'autant plus que la Russie avait d'abord refusé toute aide occidentale. La mère d'un des marins s'était alors révoltée face aux caméras avant de se faire anesthésier contre son gré. En effet, en Russie, c'est 2 mandats consécutifs maximum et ciao. Pour Poutine, c'est inconcevable. Il a encore trop de choses à faire, il lui faut une nouvelle stratégie. La solution est toute trouvée. La campagne assez rapide de 2008 porte au pouvoir Dmitri Medvedev, ami et fidèle de Vladimir Poutine, le parfait homme de paille. Sa candidature imposée par Vladimir Poutine signifie qu'aujourd'hui les priorités ont changé. Il ne s'agit plus de rétablir l'ordre ou l'autorité de l'État, mais de développement économique et social. Le plus important aujourd'hui pour notre pays, c'est la stabilité et la tranquillité. Les 2 alliés parviennent ensemble à contourner la Constitution. Poutine soutient Medvedev, il le fait élire. Medvedev devient alors officiellement président de la Fédération de Russie le 2 mars 2008 et dans la foulée, il nomme un certain Vladimir Poutine Premier ministre. Le nouveau président va connaître la pression redoutable de son Premier ministre. En 2008, Poutine, qui se cache derrière le président Medvedev, commandite l'invasion russe de la Géorgie. Ça y est, Dmitri est pris au piège, engagé dans une guerre toute poutinienne. Poutine est installé et se repose à l'ombre. Il sait qu'en 2012, il sera de nouveau candidat et entame sa campagne dès 2009. On le voit alors dans tous les médias. Viril, proche du peuple, à cheval ou en pêcheur, militaire, torse nu, nouveau symbole de l'ordre russe. Tout est sous contrôle. Noël 2011, qui précède les élections de 2012, est particulièrement agité dans les rues de Moscou. Cette année-là, les chants de Noël font place à des chants révolutionnaires. La Russie est secouée par des manifestations anti-Poutine. Pour l'anecdote, parmi les plus fervents opposants à Poutine, on trouve Garry Kasparov, historique champion du monde d'échecs. Le slogan scandé est clair, ils veulent une Russie sans Poutine. Le 4 mars 2012, sans grande surprise, Vladimir Poutine amorce son 3e mandat de président de la Fédération de Russie avec 64% des suffrages. Son discours est plus clair qu'avant, plus agressif. La Russie a repris une place importante dans le monde, l'heure du combat a sonné. En 2013, il s'oppose à la démocratisation du mariage homosexuel partout en Europe et se rapproche de l'église orthodoxe russe. Pourtant,
À la même époque, il divorce de Lyudmila. En parallèle, Barack Obama entame son deuxième mandat en Amérique et Poutine se sent méprisé car le président américain estime que le danger est chinois, pas russe. L'influence russe doit être soutenue et pour ce faire, Vladimir Poutine crée 2 médias mondiaux. RT, comprenez Russia Today, et Sputnik. C'est le concept du soft power, l'intimidation non armée. Les tensions montent et l'annexion de la Crimée en 2014, que le pouvoir russe qualifie de réunification, renforce l'atmosphère de guerre. Poutine continue la bataille d'influence. Alors, pour briller, il accueille en 2014 les JO d'hiver à Sotchi et la Coupe du Monde de foot en 2018, que la France a vaillamment remportée. En 2018, Vladimir Poutine est candidat pour un 4e mandat. Après une campagne assez rapide, le 18 mars 2018, Vladimir Poutine est réélu président de la Fédération de Russie avec près de 77% des voix. Je vous le disais, il n'a plus aucune limite. Le 24 février 2022, en pleine nuit, un discours est diffusé sur les écrans de télévision. La Russie mène une opération spéciale en Ukraine. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. C'est le début d'une opération militaire d'invasion de ce territoire, apparemment trop proche de l'Occident, en tout cas selon le pouvoir russe. Le 18 mars 2022, dans le stade de Loujniki, celui dans lequel 4 ans plus tôt se jouait la Coupe du Monde de football dans une Russie ouverte, Vladimir Poutine tient un discours de force et de conquête, marqueur d'une fermeture revendiquée. Beaucoup d'observateurs estiment que ce dernier mène, depuis son 3e mandat, un véritable conflit de civilisation prêt à se transformer en guerre. Un esprit de guerre froide guide les choix du président russe. C'était l'histoire de Vladimir Poutine.